Bonjour à tous, nous sommes le 7 décembre 2025 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer, le site REP à proprement parler, je vous rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, vous pouvez le faire via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, soit via la plateforme Hippoliink avec un don ponctuel du montant de votre choix ou l'achat d'une de nos photos. Je rappelle que sur ma chaîne Telegram personnelle, donc vous cherchez Christelle Néant, vous avez des liens qui mènent vers la plateforme lulu.com où vous pouvez trouver mes calendriers Russie 2026 et Donbass 2026, ainsi que mes deux romans. Donc le premier qui est un roman historique sur la période viking, le deuxième un roman fantastique sur fond de guerre dans le Donbass et du début de l'opération militaire spéciale. Vous pouvez les acheter sur la plateforme Lulu. Ça fera de très beaux cadeaux de Noël ou du Nouvel An. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram. Donc si vous voulez ne rien rater, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit. Et comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune information importante. Et on va commencer le site REP par ce que vous préférez, la carte militaire. Donc voici la carte générale. On va commencer tout au nord comme d'habitude en région de Kharkov, où l'armée russe a fini de totalement libérer Volchansk, qui est entre autres sa partie sud. Donc ça y est, Volchansk est officiellement libérée. Et elle avance ici à Liman et à Vilcha, ici. Donc ça progresse. C'est un secteur du front qui n'avait pas trop bougé pendant un bon moment et qui maintenant bouge de nouveau. Kupiansk, comme je vous l'avais dit, la pince ici à l'est de la rivière Oskol commence à bouger. L'armée russe commence à entrer dans Petropavlovka, ici depuis le nord, vous voyez là, et ici depuis cette partie sud, depuis Péchanoye. Donc là, ça va être certainement la prochaine localité qui sera prise dans cette zone-là. Donc là, pour l'instant, les soldats ukrainiens qui sont dans cette zone-là sont coincés, puisqu'ici vous avez la rivière Oskol, que vous voyez pas très bien, parce que bleu sur bleu, forcément, c'est pas très clair. Mais ici, vous avez la rivière Oskol. Et là, pour eux, pour franchir ça, c'est très compliqué. Kupiansk, donc, a été totalement libéré. Ça, ici, ça ne bouge pas pour le moment. Si on continue à descendre un peu plus au sud, on va descendre entre autres vers la zone de Seversk. Seversk, où ça commence à bouger pas mal. Alors, l'armée russe a pris ici une grosse zone à l'ouest de Dronovka et à l'est de Yampol. Donc Yampol qui a été libéré. Et donc là, il commence à avancer vers Zakotnoye qui est ici. Et dans Seversk même, ça avance aussi. Ça avance aussi, entre autres dans la partie sud de la ville, vous voyez, il y a toute une partie de la ville de Seversk qui est déjà sous contrôle de l'armée russe. La gare qui se trouve ici est encore, pour l'instant, dans la zone de combat. Et ça commence aussi à avancer ici par le nord. Et alors au sud de Seversk, l'armée russe avance aussi à Sviato-Pokrovskoye qui est ici. Alors, ça continue de descendre. On va dézoomer un petit peu. Ici, pour l'instant, ça ne bouge pas. Là, cet endroit qui avait un petit peu avancé la semaine dernière. Là, pour l'instant, ça reste calme. Alors, on a ici Tchassofyar. Vous vous souvenez qu'on a libéré il y a un petit moment. Et ici, ça a commencé à bouger. L'armée russe a libéré le petit village de Maïskoye qui est ici, que vous voyez là. Voilà, donc ça avance. Alors, ce qui avance bien, surtout, c'est Konstantinovka. Konstantinovka qui est ici. Et vous voyez, l'armée russe
continue de progresser dans la partie sud de Konstantinovka. Les combats sont très très féroces à Konstantinovka. De nouveau, hein, c'est comme Pokrovsk et Krasnoarmeysk. Un lieu important, c'est un hub logistique important pour les forces armées ukrainiennes dans la région de Donetsk. Donc, sa prise, bien entendu, va compliquer les choses pour l'armée ukrainienne et surtout va rapprocher grandement l'armée russe de Kramatorsk et de Slaviansk. Et une fois Konstantinovka prise, ici, vous voyez, ça va commencer à mettre Gorlovka beaucoup plus loin de la ligne de front et ça devrait protéger la ville des attaques de drones, entre autres, qui sont malheureusement toujours quotidiennes et qui continuent de faire des victimes parmi les civils. Alors, entre Konstantinovka et Krasnoarmeysk, ça y est, l'armée russe a pris le contrôle de Charkovo, ici. Et a même commencé à avancer ici, vers l'est de Sofievka. Donc je pense que ça sera la prochaine prise. Mais la prise de Charkovo, déjà, vous voyez, permet d'accéder à ces routes qui montent et qui devraient permettre de reprendre ici Kucherov Yar et après Zolotoy Kolodiets qui est par là-bas. Bon, ici rien de bien neuf. Alors, la poche de Mirnograd. La poche de Mirnograd. Ceux qui ont une bonne mémoire, vous constatez que elle se réduit de plus en plus comme peau de chagrin. L'armée russe continue de progresser ici, dans la partie nord de Mirnograd, mais aussi dans la partie sud, et entre autres ici et ici. Et donc la partie qui est sous contrôle de l'armée ukrainienne continue de devenir de plus en plus petite. Voilà, donc Rovnoye, vous vous souvenez qu'il avait été libéré. Donc là aussi, ça commence à pousser là. Donc ça commence à pousser par l'ouest, ça pousse par le nord-est, ça pousse par le sud. Toute la partie sud ici de Mirnograd est déjà sous contrôle de l'armée russe, qui continue de progresser un petit peu au nord de Krasnoarmeysk, alias Pokrovsk, et entre autres ici à Grichino. Donc à Grichino, ça avance. Alors, si on descend là où ça commence à sentir méchamment le sapin pour les forces armées ukrainiennes, c'est en région de Zaporozhye, où l'armée russe a pris le village de Dobropolié ici, donc c'est au nord de Gouliaï-Polié. Elle a avancé ici dans cette zone-là, aussi un peu au nord de la ville. Vous vous souvenez qu'on était entré ici dans la partie est. Voilà. Et donc, vous voyez que ça commence à être carrément mauvais quand même pour l'armée ukrainienne. Et alors, à l'est de Gouliaï-Polié, l'armée russe a libéré Zilonigaï et Tchervonoye ici. Donc, il y a eu une avancée ici, dans la partie est. Et alors, si pour l'instant direction d'Orekhov, ça bouge pas trop. Par contre, et ça je vous avais dit que ça arriverait, Stepnogorsk, vous vous souvenez, on avait deux espèces d'antennes là, ici et ici. L'armée russe a fait la jonction dans la partie nord de Stepnogorsk qui est passée sous son contrôle. Et donc là vous avez un mini chaudron dans le centre-ville. Voilà, donc là vous avez des forces armées ukrainiennes qui sont coincées. Et qui vont avoir le choix entre soit combattre jusqu'à la mort ou se rendre. Mais là, encerclés comme ils le sont, c'est mal parti pour eux. Donc voilà la situation sur la ligne de front. Donc comme vous le voyez, l'armée russe continue d'avancer partout, ce qui explique la fébrilité des Américains qui veulent conclure un accord de paix le plus rapidement possible parce qu'ils comprennent qu'à l'allure à laquelle ça va, ça va commencer vraiment à devenir très mauvais pour l'Ukraine. Surtout qu'avec ces attaques contre des navires civils en mer Noire, je rappelle 3 navires dont 2 tankers, dont 2 pétroliers et un bateau qui transportait de l'huile de tournesol, attaqués en plus près des côtes turques, ce que Erdogan n'a pas beaucoup apprécié. Et un autre qui n'a pas beaucoup apprécié, c'est Vladimir Poutine.
hein, qui a dit très clairement que si l'Ukraine continuait ce genre d'attaque terroriste avec des drones navals contre des navires civils, la Russie se réservait le droit, de frapper plus intensément les infrastructures portuaires ukrainiennes, donc entre autres Odessa, mais aussi les navires des pays qui aident l'Ukraine à mener ses attaques. C'est-à-dire que moi, à la place des roast beef, je commencerai à surveiller mes bateaux. Et puis surtout, elle dit que voilà, si cela se poursuivait, la Russie envisagerait de couper l'Ukraine de l'accès à la mer. C'est-à-dire aller jusqu'à Odessa. C'est ça que ça veut dire. C'est la première fois que Vladimir Poutine mentionne ça. Pour l'instant, c'est toujours au conditionnel. Mais le fait qu'il l'ait mentionné ouvertement et publiquement, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Ça, je l'avais dit de toute façon, qu'au bout d'un moment, à force de chercher la merde avec ses attaques en mer Noire, c'est ce qui allait se passer. C'est-à-dire que la Russie allait considérer qu'il n'y a pas d'autre moyen pour faire cesser ses attaques que de priver l'Ukraine de son accès à la mer. Donc ça veut dire prendre Nikolaïev et Odessa. Dans ce cas, l'Ukraine devient ce que j'appelle une valise sans poignée et devient donc totalement inutile pour l'Occident, et entre autres pour les Américains et les Britanniques. Voilà, donc c'est tout ce qu'ils auront gagné à force de chercher la merde. Voilà quelle est la situation. Pour l'instant, il n'y a pas de grande avancée dans les négociations. Les Américains sont venus à Moscou. 5 heures de discussion quand même entre Witkoff et Vladimir Poutine. Ce qui veut dire que le président russe avait beaucoup de messages à faire passer. Et pas que vis-à-vis de l'Ukraine, je pense qu'ils ont aussi discuté, bien entendu, de coopération économique entre les deux pays. Mais ça veut dire que, si vous voulez, la proposition américaine n'est toujours pas au point. Il y a encore beaucoup de choses à revoir. De toute façon, pour l'instant, Zelensky et l'Union européenne refusent ouvertement le plan proposé, le plan de paix. Donc de toute façon, ça va se poursuivre. La guerre se poursuivra l'année prochaine, à minima. Et on va voir après comment ça va tourner. Mais en tout cas, pour l'instant, ça sent carrément le pâté. Je veux dire, l'armée ukrainienne se désagrège de plus en plus. On voit que même le recrutement forcé et la bussification se passent de plus en plus mal. On voit des vidéos à Odessa où des femmes et parfois des hommes se groupent, se liguent pour faire libérer un pauvre R qui s'est fait attraper par les recruteurs militaires. Ça a été jusqu'à casser les vitres d'un des minivans du TCC à Odessa. Dans un autre endroit, je ne sais plus quelle ville, là c'est un chien qui, semble-t-il, a défendu son maître. Donc ça en est pris aux recruteurs du TCC, et assez violemment. Il y en a un qui hurle. Je pense que le chien lui a mordu l'entrejambe, si vous voyez ce que je veux dire, parce que vu comment le recruteur militaire gueule, il a vraiment très mal. Voilà, donc là, ça commence quand même à pas bien se passer pour les gars du TCC. On n'en est pas encore à une révolte généralisée, mais je pense que ça commence à monter. Là, je pense que la moutarde commence à bien monter au nez des Ukrainiens. Donc, situation à surveiller. Il va falloir maintenant regarder un petit peu à quels endroits le front va commencer à craquer en 2026, parce que là c'est inévitable. Ça va commencer à craquer certainement d'abord à quelques petits endroits, et puis après, je pense de manière beaucoup plus importante au fur et à mesure que le nombre de soldats ukrainiens continue de se réduire, parce qu'ils ont beau bussifier à mort, entre les déserteurs, les morts, les blessés graves, ceux qui se rendent. Écoute, le chiffre est négatif, si tu veux. Là, la bussification ne suffit plus. Donc, je pense que ça va aller vers une dégradation lente mais constante jusqu'au moment où ça va commencer à craquer aux entournures, et puis le front va commencer à s'effondrer à certains endroits.
Donc il faudra surveiller la situation de très très près. Voilà, en tout cas, nous on va continuer de vous informer sur ce qui se passe. On a beaucoup d'interviews qui vont venir, de gens qui, entre autres, là j'ai fait des interviews avec des gens de Krasnoarmeysk, qui m'ont révélé des choses très intéressantes. Donc vraiment, restez connectés. Pour ceux qui nous suivent exclusivement sur YouTube, abonnez-vous à d'autres plateformes. Suivez-nous sur Odyssée, sur Rumble, sur YouTube, sur VK ou sur Telegram pour être sûr de recevoir l'information concernant ces nouveaux reportages. Pour des raisons évidentes de censure sur YouTube, nous ne pouvons pas les publier sur cette plateforme. Donc vraiment, suivez-nous sur plusieurs réseaux sociaux pour être sûr de ne rien rater. Et sur ce, je vous dis à vendredi prochain pour le prochain DirectIR Stream, à dimanche prochain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, portez-vous bien.